Je donne la parole à Bernard Deschamps, qui va nous parler de cas de militants anticolonialistes dans le Gard entre 54 et 62. Merci, madame. En préliminaire, je voudrais préciser que je ne suis pas historien de formation. Je suis un acteur des années 50 qui s'efforce de prendre la distance nécessaire et de croiser les sources écrites, les témoignages et ma propre expérience. Et j'ai eu la chance d'obtenir une dérogation pour consulter les archives de la préfecture du Gard et de la police qui sont déposées aux archives départementales, ce qui m'a permis d'engager ce travail sur le vécu de la guerre d'Algérie par la population de mon département. C'est un travail donc qui se veut honnête, sinon objectif. Première question, que pensaient les Gardois en ce mois de novembre 1954, au lendemain du déclenchement de l'insurrection algérienne? Les rapports de police, même si on doit les utiliser avec prudence, et la lecture de la presse régionale, qui à l'époque allait de l'extrême droite à l'extrême gauche, nous en donne une idée. Par exemple, la synthèse mensuelle des renseignements généraux sur l'état de l'opinion publique gardoise en novembre 1954 indique, je cite, « Sans mésestimer la gravité des événements d'Algérie, l'opinion publique du secteur, il s'agit du secteur de Nîmes, concentre toujours son attention sur la question vitale de la revalorisation des salaires et des traitements. » Une autre note des renseignements généraux du 24 novembre 1954 pour le secteur d'Alès, le nord du département, va dans le même sens, tandis que le commissaire de police de Beaucaire, dans la vallée du Rhône, déclare, je cite, « L'opinion, à part la minorité communiste, est solidaire de cette action, il s'agit de celle du gouvernement, de défense pour la protection de nos territoires d'outre-mer menacés par une organisation fanatique d'influence étrangère. » Et le préfet du Gard, pour sa part, écrit le 4 décembre 1954 au ministre de l'Intérieur, je cite encore, « La propagande du Parti communiste et de ses satellites a été essentiellement axée au cours du mois écoulé, il s'agit du mois de novembre 1954, sur la campagne contre les accords de Londres et de Paris. » On sait combien les rapports de police et les notes officielles peuvent être sujets à caution, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'ailleurs. On connaît notamment leur propension d'alors à attribuer aux communistes la paternité de toute action contre la guerre sous l'influence de puissances étrangères. Il reste que ces trois documents, dans leur complémentarité, donnent une image, incomplète certes, comme nous le verrons, mais malgré tout, me semble-t-il, assez fidèle de l'état de l'opinion publique gardoise à la fin de 1954 et pour une partie de l'année 1955. La population n'a effectivement pas pris la mesure de ce qui vient de se produire le 1er novembre 1954. La presse elle-même a en général appelé, je cite, à ne pas dramatiser à plaisir, et les forces politiques, 9 ans après la victoire de 1945, sont surtout préoccupées des perspectives de réarmement de l'Allemagne. Les salariés gardois, quant à eux, souffrent de l'insuffisance de leur pouvoir d'achat. Les exploitants agricoles ressentent la crise qui commence à toucher la viticulture et les commerçants, à l'appel de Pierre Poujade, lèvent le drapeau de la révolte contre les impôts. L'Algérie n'est pas leur préoccupation. De plus, comme pour l'immense majorité des Français, la question de son indépendance ne leur vient pas à l'esprit tant ils sont persuadés, comme on leur a appris à l'école, que l'Algérie, c'est la France. Il faut pourtant nuancer ce tableau à partir de l'histoire de ce département et de sa composition sociale. Le Gard est un département où l'influence protestante est alors encore prépondérante, et cela va jouer, où le souvenir de la guerre des Camisards est soigneusement entretenu. Chaque année se déroule à Mialet, un petit village des Cévennes, un rassemblement où l'esprit des fous de Dieu est exalté. C'est un département où la résistance au nazisme a été active, un département où le Parti communiste de tradition anticolonialiste a recueilli aux élections de 1951 37,60% des suffrages et la SFIO 20%,
4 députés sur 5 sont de gauche, dont 2 communistes. Mais c'est un département où l'extrême droite a également toujours eu une influence. Au total, un département contrasté, majoritairement rebelle, qui éprouve spontanément de la sympathie pour les hors-la-loi, les terroristes. Dans le même temps, un département qui a connu des chasses à l'homme contre des travailleurs italiens en 1893 dans les marais d'Aigues-Mortes, et un département où la milice fut active durant la Seconde Guerre mondiale. Après la signature des accords de Genève de juillet 1954, l'aspiration à la paix et la crainte d'être engagé dans de nouveaux conflits sont fortes. Mais l'idée d'indépendance pour l'Algérie, qui rencontre, c'est vrai, un écho parmi les communistes et les protestants les plus engagés, cette idée est très minoritaire. Cette situation contrastée a des répercussions au sein de chaque courant de pensée. Par exemple, le synode régional de l'Église réformée qui se tient le 14 novembre 1954, 13 jours après l'insurrection, à Saint-Mamère, dans le Gard, je cite, « souhaite que les problèmes humains réels soient résolus dans un esprit de compréhension mutuelle. » Il n'est pas encore fait allusion à la nécessité de l'indépendance. Mais le synode, je cite encore, « salue la conclusion pacifique de la guerre d'Indochine. » Et une note nationale que j'ai reçue des archives de la CIMAD indique qu'elle ne se démarquait pas radicalement de l'ambiance générale, elle ne pouvait se couper de sa base au risque de perdre son audience. Le Parti communiste, dans sa première déclaration officielle après l'insurrection, le 8 novembre 1954, ne prononce pas non plus, comme on le sait, le mot « indépendance », mais parle de mouvement national algérien, de revendication nationale de l'immense majorité des Algériens et du bien fondé de la revendication à la liberté du peuple algérien. Le quotidien communiste régional La Marseillaise est plus explicite. Il évoque, je cite, « l'étonnante vitalité de la nation algérienne en formation. » Des élections sénatoriales ont lieu dans le Gard le 19 juin 1955. Aucune des professions de foi des candidats, d'aucun parti, ne fait référence à la guerre qui s'intensifie depuis plusieurs mois en Algérie. Il faudra attendre les premières manifestations de soldats pendant l'été pour modifier ce climat, et la campagne électorale pour les élections législatives, qui auront lieu le 2 janvier 1956, sera, elle, profondément marquée par cette guerre. Voyons de plus près, au-delà des déclarations nationales des partis, examinons ce que disent les candidats locaux à cette élection du 2 janvier 1956. Les candidats communistes gardois font campagne contre, je cite, les opérations en Afrique du Nord, pour la négociation avec les représentants qualifiés du peuple algérien. Et, je cite encore, la création d'une véritable Union française, pour le 2 janvier 1956. Ceux du Parti socialiste SFIO se prononcent pour la négociation, sans plus. Ceux du Parti radical et radical socialiste, je parle toujours des candidats locaux, n'est-ce pas? Ceux du Parti radical et radical socialiste dénoncent les conséquences dramatiques en Algérie. Le député MRP sortant déclare être contre l'abandon voulu par les communistes et contre la répression d'un colonialisme aveugle. Les gaullistes sont pour le maintien de liens sentimentaux, culturels et économiques. La droite d'Antoine Pinet est contre tout abandon. Et le leader gardois du mouvement Poujade dénonce, je cite, la faillite de notre empire. Comme on le sait, la gauche gagne ces élections. Dans le Gard, le Parti communiste progresse en voix et conserve ses 2 députés. Et le mouvement Poujade fait une percée spectaculaire. Il obtient un élu dans le département. Ces élections, à l'évidence, marquent, à travers la victoire de la gauche, un progrès de l'aspiration à la paix en Algérie et un progrès de l'idée de négociation. Mais négociation avec qui? Sur quelle base? L'opinion publique n'est pas encore prête à admettre l'idée de la nécessité de l'indépendance et de la négociation avec le FLN. Et précisément, la tâche des militants anticolonialistes sera de faire progresser ces idées en prenant appui sur l'aspiration à la paix.
Lorsque le nouveau gouvernement, le nouveau chef de gouvernement, le socialiste Guy Mollet, sollicite des pouvoirs spéciaux le 12 mars 1956 pour, dit-il, faire face à l'agitation ultra en Algérie et faire la paix, la droite vote contre et la gauche pour. Ce vote lui sera sévèrement reproché, notamment aux communistes. Dans le Gard, il faut le dire, la contestation du vote des pouvoirs spéciaux reste très marginale. Mais très curieusement, les deux députés communistes, je cite leur nom, Gilberte Roca et Gabriel Rocotte, ne les ont pas votés. Rien cependant, car je suis allé voir de plus près ce qu'il en était, rien cependant ne permet d'affirmer qu'ils étaient en désaccord avec cette décision. Du moins, ils n'en ont jamais fait part, État en public ni même en privé. On peut penser qu'ils l'ont approuvé sans enthousiasme, comme un geste politique nécessaire à leurs yeux, afin de ne pas être accusés de faire un procès d'intention à Guy Mollet, et pour ne pas aliéner les possibilités d'alliance avec le Parti socialiste et ses FIO. La réaction, par contre, est vive dans le bassin houillé des Cévennes, parmi les 1264 mineurs algériens. Vous nous avez trahis, disent certains aux militants du Parti communiste. Pourtant, les liens tissés de longue date entre les mineurs algériens, la CGT et le Parti communiste ne seront pas rompus après les pouvoirs spéciaux. Arrêtons-nous sur cette spécificité gardoise, la présence de mineurs algériens dans le bassin houillé des Cévennes. Le bassin des Cévennes compte encore en 1954, en dépit du déclin qui est amorcé avec le plan charbon-acier, 14 764 mineurs d'origine très diverses, espagnols ayant combattu Franco, italiens antifascistes, cévenols ayant participé à la résistance, polonais, tchèques et 1264 mineurs algériens. Une corporation très cosmopolite, donc, au sein de laquelle les idées de lutte, y compris de lutte armée, et les idées de solidarité internationale sont partagées par un grand nombre. La victoire militaire de Dien Bien Phu y a été vécue comme une victoire de tous les peuples opprimés sur le colonialisme. Et l'insurrection du 1er novembre 1954 en Algérie rencontre d'emblée la sympathie d'un grand nombre de mineurs cévenols. Pour autant, tous n'étaient cependant pas acquis à l'idée d'indépendance. Ainsi, 1 an et demi après le déclenchement de l'insurrection, une grève à l'appel de la CGT, le 28 avril 1956, pour le cessez-le-feu et pour les revendications des mineurs, est suivie dans le groupe Nord, c'est toujours dans le Gard, à 67,3%, dans le groupe Centre à 41,9%, et à 69,1% dans le groupe Sud, donc une majorité, mais pas la totalité des mineurs. Les mineurs algériens, syndiqués pour la plupart à la CGT, et certains d'entre eux y assument des responsabilités, accordent leur sympathie de longue date au PPA-MTLD, et un certain nombre sont membres du PCA. Sous l'influence des dirigeants locaux centralistes du MTLD et sous l'influence du PCA, ces mineurs algériens vont, dès 1955, massivement soutenir le FLN. Et selon la police, je dis bien selon la police, le MNA ne réussira jamais à s'implanter dans le Gard. Les grèves à l'appel du FLN, ils sont très suivis, notamment chaque 5 juillet. Et lors de la grande grève de 8 jours, de janvier-février 1957, qui fait perdre aux houillères des Cévennes 300 tonnes de charbon par jour. L'Ichtirak est acquitté par la quasi-totalité des mineurs algériens, avec très peu de contraintes, selon la police, sur la base d'un engagement patriotique fort. L'année 1956 va être un moment d'accélération de la prise de conscience de la population gardoise à l'égard de cette guerre qui ne dit pas son nom. Le rappel des jeunes soldats disponibles par le gouvernement Guy Mollet en avril 1956 va entraîner une accélération du niveau de la lutte pour la paix en Algérie et de la prise de conscience de la nécessité de l'indépendance. À partir du 18 avril, le plus souvent à l'initiative des maires de soldats, les occupations de gares et les manifestations se multiplient durant 1 mois, rassemblant des centaines de personnes. Ces occupations qui visent à retarder ou empêcher le départ des rappelés sont souvent autogérées. Nombreux sont les militants communistes et aussi socialistes qui y participent. 3 maires communistes gardois, ceux d'Aigues-Mortes, de Cardé et de Chamborigot, sont révoqués par le ministre de l'Intérieur
et 36 militants du département sont poursuivis devant les tribunaux militaires. Le 7 avril 1956, le pasteur Michel Olivès de l'Église réformée, au cours d'une réunion publique, avait expliqué, je cite, comment une idée nationale algérienne était née. Et le 23 avril 1956, 13 pasteurs gardois de l'Église réformée, sur les 75 que compte le département, 13 sur 75, n'est-ce pas, c'est important, écrivent au président du Conseil, je cite, « adjurons de considérer le FLN comme l'un des interlocuteurs valables en vue du cessez-le-feu ». Des équipiers de la CIMAD, on l'apprendra par la suite, commencent à accueillir clandestinement des patriotes algériens menacés. Leur rôle va être important pendant toute la guerre d'Algérie, dans une acception chrétienne de l'aide. Ce ne sont pas des porteurs de valises chargés de convoyer des armes ou de l'argent. Ils apportent une aide à des personnes en difficulté. Ce mouvement impétueux, qui se développe à partir de 1956, va susciter une crise grave à l'intérieur de la Fédération gardoise de la SFIO. Des militants et des élus de tout premier plan quittent la SFIO pour constituer l'Union de la gauche socialiste en juillet 1958 et le PSA en 1959, auquel adhéreront un député et 9 conseillers généraux socialistes gardois. Cette évolution interne de 1954 à 1962 est intéressante à suivre, mais je me demande si j'aurai le temps de... Non. Donc je vais essayer de résumer cette partie-là. Voilà, à la veille de l'insurrection, 2 parlementaires gardois avaient été sanctionnés par le Parti socialiste, précisément en raison de leur prise de position contre l'armée européenne. Et le 2 novembre 1954, le journal Le Provençal, le quotidien de Gaston Deffer, titre en première page « Vague de terrorisme en Algérie », etc. Et il parle de terroristes algériens. Et peu à peu, cette opinion va évoluer et le candidat, le député socialiste sortant pour les élections du 2 janvier 1956 va faire campagne sur le thème de la négociation. Cette évolution va ensuite s'accentuer. Je l'ai dit, un grand nombre de militants vont quitter le Parti socialiste. Je voulais vous citer un certain nombre de gens, mais je n'en aurai pas le temps. Simplement, je voudrais vous dire que l'un de ces dirigeants socialistes écrit en 1957, je ne résiste pas au plaisir, si je peux m'exprimer ainsi, de vous citer un extrait de ce texte. « Le monde d'aujourd'hui, écrit-il, est dominé par le sentiment révolutionnaire universel de libération et d'indépendance de tous les peuples colonisés. L'erreur essentielle consiste à séparer l'Algérie de cet événement mondial. Il est donc irrationnel et illusoire de refuser à l'Algérie une indépendance qu'on vient d'accorder à la Tunisie et au Maroc. Le point commun à ces élus gardois, en dehors de leur appartenance à la SFIO, est d'être d'anciens résistants d'ascendance huguenote. On mesure bien là encore l'influence dans ce département de la mémoire protestante et de la résistance au nazisme. Voilà, ensuite je parlais des années 58, 59, 60 qui vont être celles de l'éclatement de la SFIO et de la création et de l'assort du PSA. Je passe. Je voulais également vous parler du jeune communiste, du jeune ouvrier communiste Marc Sagné qui, le 4 mai 1958, écrit au président de la République son refus de faire la guerre à un peuple qui lutte pour son indépendance. Ce n'est pas simplement le refus de faire la guerre, refus de faire la guerre à un peuple qui lutte pour son indépendance. Il le paiera de 11 mois de bagne à Tifouchi. Voilà. Je voulais également expliquer combien les 4 années pendant lesquelles le général de Gaulle, après 1958, avait poursuivi la guerre avant de signer les accords d'Évian, avaient été 4 années de lutte complexe, parce qu'il y avait d'une part les réticences à admettre la nécessité d'indépendance, mais il y avait aussi chez certains des illusions à l'égard de Gaulle. Et puis il y avait chez d'autres, et notamment chez les communistes, une appréciation erronée du pouvoir gaulliste, qualifié de fasciste, qui empêchera le 16 septembre 1959 de voir que quelque chose avait changé avec la déclaration sur l'autodétermination qui est qualifiée par le Parti communiste de manœuvre politique qui éloigne la solution du problème algérien. Et il modifiera très vite cette position, mais je n'aurai pas le temps de vous raconter l'anecdote que j'avais à vous dire à ce sujet. Voilà, je ne vous parlerai pas non plus des footballeurs professionnels qui sont partis à Tunis pour renforcer l'équipe nationale algérienne du FLN. En conclusion, pour essayer d'être dans les temps,
Je crois, peut-être quand même les résultats du référendum, qui donnent dans le Gard 91% des suffrages, mais ça n'a rien de significatif. Par contre, ce sont les localités où l'action pour la paix était la plus intense qui recueillent les pourcentages les plus élevés. La Grand-Combe, dans le cœur du bassin houiller, 94,60%. Aigues-Mortes, la ville de Marc-Sagné, 94,11%. Vauvert, d'où est parti en 1956 le mouvement d'occupation des gares, 92,53%. Et Alès, centre important de commandement du FLN, 92,33%. Et j'en viens maintenant à ma conclusion. J'aurais peut-être, Madame la Présidente, dépassé de quelques minutes, veuillez m'en excuser. Je crois que l'on peut affirmer que le souvenir des luttes camisardes et de la résistance au nazisme, la composition sociale à forte proportion ouvrière, avec notamment les mineurs de charbon, l'existence d'un parti communiste influent et de cercles protestants très actifs ont contribué à donner aux actions pour la paix en Algérie, dans ce département, une ampleur certaine et une coloration singulière. L'idée d'indépendance s'y est assez rapidement imposée, de même que la reconnaissance du FLN comme interlocuteur obligé en vue de négociations. Je vous remercie.